Après avoir entendu les professionnels du secteur, les associations et des témoignages d'anciens enfants protégés, nous consacrons cette audition à la protection judiciaire des mineurs. Nous accueillons aujourd'hui M. Rémi Titonnel, chef de bureau adjoint des partenaires institutionnels et des territoires de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, et M. Philippe Leborgne, médecin conseil à la PJJ, que je remercie d'être présent pour éclairer nos travaux et pour nous apporter des précisions sur la prise en charge des mineurs. En introduction, je rappelle brièvement que les personnels de la PJJ prennent en charge les mineurs qui ont commis des délits ou des crimes et qui font l'objet d'une décision judiciaire. La PJJ dispose pour accompagner les mineurs de dispositifs en milieu ouvert ou de dispositifs d'accueil fermés en milieu plus ou moins contraint. Pourriez-vous, messieurs, nous faire un point sur l'ensemble des dispositifs gérés par la PJJ et nous donner un ordre d'idée de la proportion de jeunes accueillis dans les établissements de la PJJ? De la même manière, nous avons, lors des précédentes auditions, réalisé que certains établissements de l'aide sociale à l'enfance ne disposaient pas de taux d'encadrement. J'aimerais savoir si sur vos établissements, il en est de même ou si les taux d'encadrement sont plus cadrés. Et enfin, pouvez-vous, bien entendu, nous indiquer la proportion de ces prises en charge par rapport aux mesures judiciaires d'investigation éducative que, normalement, vous continuez à réaliser? Ce que l'on peut constater également, c'est que pour certains enfants, la PJJ est une étape dans leur parcours de prise en charge. Ce sont des enfants mis sous protection de l'aide sociale à l'enfance. Avez-vous des statistiques sur la proportion que représentent ces jeunes dans les jeunes que vous accompagnez? Et lors de nos précédentes auditions, il ressort plusieurs difficultés d'articulation à The PJJ, notamment la première qui consisterait à prendre réellement en charge le jeune de l'ASE. Il nous a été remonté qu'à plusieurs reprises, faute de place, la PJJ laisse les enfants qui relèvent de la PJJ dans les foyers de l'ASE. J'aimerais savoir si c'est la vérité et si oui, ce qu'il faut faire. Idem sur le parcours de ces jeunes. Comment vous coordonnez avec l'ASE? Plusieurs jeunes nous ont indiqué qu'à leur retour du parcours en PJJ, ils ne retrouvaient pas leur place à l'ASE, dans les familles d'accueil d'où ils étaient partis ou dans les foyers de l'enfance. Donc, est-ce qu'il y a des outils de coordination ASE-PJJ pour essayer de remédier à tout ça? Un autre sujet sur lequel je voudrais vous interroger, Caroline Nizan, directrice de la PJJ, a évoqué la création de correspondantes d'insertion. Ceux-ci doivent permettre la mise à niveau scolaire, notamment des mineurs, pour une meilleure intégration dans le droit commun. Est-ce que vous pourriez m'en dire davantage? Je pense notamment au calendrier de déploiement. Et ensuite, au sein de la délégation aux droits des enfants, mes collègues Michel Perron et Elsa Fossillon travaillent actuellement sur le sujet des mineurs non accompagnés. Or, en préparant cette audition, j'ai pris connaissance qu'il y avait au sein de la PJJ, a priori, une mission mineurs non accompagnés qui coordonnerait le dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des MNA. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, que moi, je n'avais pas connaissance de cette activité? Et pour conclure, avant de vous céder la parole, je voulais en profiter pour saluer le travail de tous les professionnels qui travaillent à la PJJ pour leur engagement aux côtés de ces jeunes, qui ne sont pas toujours les plus faciles, mais pour lesquels nous avons un enjeu fort pour les insérer dans notre pays pour les années à venir. Donc je vous laisse la parole pour un propos préliminaire, commencer à répondre à ces premières questions, et après, les échanges suivront.